créer une entreprise, c'est juste un fait visible. Mais celui qui fait ça, c'est d'abord qu'il a ça dans son cœur. Parce que ce qu'on devient en tant qu'autorité publique, c'est ce qu'on a rêvé quand on était enfant. S'il rêvait ça depuis longtemps, je n'ai pas envie aujourd'hui de juger cet acte au Burkina Faso, c'est encore trop jeune. J'ai pas envie d'être riche dans un pays pauvre. Ah bon, c'est vrai. J'ai envie d'être pauvre dans un pays riche. Ah bon. C'est ça ma résolution. C'est comment les ressources minières de l'Afrique peuvent aider au développement des Africains, des pays africains, vous voyez? Ouais. Okay. Aider, c'est peut-être le mot qu'il fallait, mais je vais commencer par loin. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Champion sur Agachiro Média français. Aujourd'hui, on reçoit un politicien. Alors, c'est quoi un politicien? Je pense que tout le monde sait. On trouvait aussi très intéressant de le faire avec quelqu'un qui le fait déjà. Restez avec nous pour une exploration captivante et enrichissante. C'est parti pour Francis Lohero. Bonjour. Bonjour. Ok, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Peut-être tout le monde pourrait connaître. Je m'appelle Francis Lohero. Pour le moment, je suis président du parti La Fraternité des Patriotes INESA, un parti politique agréé au Burundi depuis bientôt 1 an et qui est en train de travailler au Burundi en vue d'éduquer le peuple burundais et de pouvoir arriver à une éclosion d'un Burundi prospère, ambitieux et paisible. Okay. C'est ça la motivation de ce parti. Ok, merci. Donc, il y a un thème qu'on va discuter avec moi. Donc, c'est comment les ressources minières de l'Afrique peuvent aider au développement des Africains, des pays africains, vous voyez? Ouais. Okay. Aider, c'est peut-être le mot qu'il fallait, mais je vais commencer par loin. Les ressources minières, les ressources naturelles, peut-être ça, mais aussi les ressources humaines. Il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas de ressources minières sans ressources humaines. Bon. La valorisation de notre terre, elle dépend de la valorisation de l'être humain. Si donc nous avons envie de valoriser l'Afrique avec ses ressources, il faut que nous puissions valoriser la personne humaine en commençant par soi. C'est pour cela que je me plains toujours par rapport à ce qui se passe dans nos pays. On imagine que grâce aux ressources naturelles, grâce aux ressources minières, que l'Afrique devrait évoluer, alors qu'on n'a pas du tout investi dans les ressources humaines. C'est d'abord l'investissement dans les ressources humaines qui doit donner une éclosion à toute gestion de ressources disponibles, que ce soit minières ou naturelles ou autre chose. Justement, comment investir dans les ressources humaines? La première chose en investissant dans les ressources humaines, c'est d'abord l'éducation. C'est pour ça que je me dis, est-ce que l'homme politique, tu m'as présenté en tant qu'homme politique, est-ce que l'homme politique burundais, il cherche à éduquer ou il cherche à prendre le pouvoir? Si la motivation d'un homme politique, c'est juste de prendre le pouvoir, dans la plupart des cas, il y a une arrivée subite au pouvoir de beaucoup d'individus qui ne se sont pas préparés. C'est pour ça qu'on a vu en Afrique, dans la plupart des cas, des gens qui sont arrivés au pouvoir et subitement qui ont quitté le pouvoir parce qu'ils n'étaient pas capables de mettre en application leurs désirs ou leurs rêves possibles politiques. Parce qu'on ne commence pas par le commencement. Et moi, le commencement pour moi, c'est d'abord l'éducation, c'est l'enseignement. Dernièrement, quand notre parti a été agréé, j'ai annoncé que le parti allait mettre en avant de façon primaire la formation et l'enseignement. Il y a quelqu'un qui m'a fait une critique qui a dit le parti, ça devrait être plutôt une possibilité de prendre le pouvoir. Je me suis dit, c'est exactement ce que vous faites tous les jours et qui fait qu'on arrive au pouvoir parce qu'on l'a chippé d'une certaine manière à celui qui l'avait, pas parce qu'on a éduqué la population. Pour moi donc, la première chose, c'est que les partis politiques, toutes les organisations même de la société civile, l'organisation humaine en Afrique devrait commencer par l'éducation. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Je remarque que particulièrement au Burundi, quand vous rencontrez quelqu'un, il va vous parler facilement de comment ses parents sont morts. Il peut vous parler même de comment ses grands-parents ont vécu, comment ils sont morts. Il va accuser la communauté adverse, l'ethnie ou d'autres personnes à côté. Mais pourquoi il ne te dit jamais comment ils ont vécu, comment ils ont eu la roue, comment ils ont pratiqué l'agriculture depuis, comment ils ont eu des vaches, comment ils ont eu leurs troupeaux? Parce qu'on n'éduque pas par rapport à ce qu'on a reçu, mais on éduque par rapport à la haine. Et c'est cette haine qui est vilipendée, même jusqu'en politique. On a envie de prendre le pouvoir pour prendre la surenchère sur les autres, pas parce qu'on a été éduqué à offrir le meilleur.
Si donc on n'a pas éduqué, si nos ressources humaines sont subitement des produits qui arrivent au pouvoir, la possibilité de gérer les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources minières devient éphémère. Mais l'éducation, ça prend beaucoup de temps pour les pays qui veulent se développer vite. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui se développent vite, qui veulent se développer. Est-ce qu'il y a une autre voie? Je n'accepte pas ce qu'on appelle le développement rapide. Ça n'existe pas. Durable, oui, mais rapide, non. On peut prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite. Oui. Le Burundi, en 10 ans, de 76 à 87, oui, il a fait un bond extraordinaire en matière de développement. Oui. Pourquoi ça a disparu? Parce que les successeurs n'ont pas été éduqués à cette forme de vie. Non, on peut voir en Arabie Saoudite, ouais, il y a des années comme 1990, maintenant ils ont des buildings, voilà, alors que dans ces années, il n'y avait rien. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un développement rapide. Ouais. Alors, ce n'est pas du tout rapide. C'est un développement qui est basé sur le cœur de celui d'un leader de développement. C'est ça qui devait arriver après quand je parle de l'éducation. La réalité, c'est quoi? C'est le cœur d'un individu. Dans tout ce que je fais, je montre, quand j'enseigne aux gens, je dis, il y a d'abord l'être, c'est-à-dire ce que nous avons en tant qu'être humain. Il y a notre comportement. Comment on se comporte. Il y a aussi l'intelligence. C'est ça qui va facilement nous mener vers la vision. L'être, c'est quoi? Quand je parle de l'être, dans ce sens, c'est le roi d'Arabie Saoudite qui incarne la révolution de l'Arabie Saoudite moderne. Qui était-il? Pourquoi il a pris cette décision? C'est ce qu'il était dans le cœur. Il a décidé à un moment donné, il s'est dit, notre pays doit partager ses ressources pétrolières pour que la communauté soit meilleure. C'est une décision qu'il a prise. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué d'une certaine manière. Il faudrait qu'on se pose des questions. D'où est-ce qu'il est né? Pourquoi il a pris cette décision? C'est différent quand on parle de Mobutu, quelqu'un qui arrive au pouvoir. Il a les mêmes prérogatives que ce roi d'Arabie Saoudite, mais il décide que tout l'or lui appartient. Il décide que tout lui appartient. On voit des dictateurs en Afrique. C'est-à-dire quoi? C'est là où je dis, c'est l'éducation qu'on reçoit à un moment donné qui nous permet d'offrir ce que nous avons aux autres. Si nous avons 0 dans le cœur, nous offrons 0. Si nous avons plein un cœur rempli de bien, c'est ça que nous allons offrir. C'est pour ça que je dis, la question n'est pas les ressources minières, c'est ce que le leader au devant porte dans son cœur et dans sa tête comme intelligence. C'est ça qui va faire que nos ressources minières vont être utiles à notre communauté africaine demain et même burundaise. Ok, vous ne pensez pas que c'est parce qu'il n'y a pas de culture? Parce qu'avant, nos grands-parents, comme vous avez dit, ils avaient des rois et donc une structure. Je pense que c'est parce que nous avons perdu notre culture que ça s'est passé. Est-ce que vous avez quelque chose? Oui, il y a une raison. C'est pour cela, je ne voudrais pas accuser, mais peut-être que la colonisation en Afrique nous a apporté autre chose. L'Afrique était l'un des continents auparavant où il y avait une richesse culturelle importante, avec des communautés très très développées en Afrique, à leur manière, à cette époque, qui avaient besoin seulement de technologie pour se développer. Malheureusement, il y a eu un mélange de cultures, et d'autres cultures qui sont venues se prévaloir de plus importantes par rapport à la nôtre. Et malheureusement, nous n'avions pas un socle important pour protéger les nôtres. Et on nous a appris qu'en étant comme le blanc ou en étant comme l'autre, c'est là où on était important. On a commencé à nous dire que manger peut-être avec une fourchette, c'était plus éducationnel que manger avec les mains, comme on était avec nos ancêtres. C'est-à-dire que du moment où on est parti dire que les autres, c'est mieux avec les autres qu'avec nous, comme aujourd'hui, c'est mieux d'avoir les cheveux comme c'est des blancs que nos cheveux, c'est mieux de porter les habits des autres que les nôtres, c'est-à-dire on a pu dévaloriser nos cultures en embrassant les cultures des autres. La force des cultures, par exemple d'ailleurs, c'était d'équilibrer, parce que l'Asie du Sud-Est a été colonisée comme nous, mais leurs cultures n'ont pas cédé. C'est-à-dire quoi? Il y avait une forte éducation dans ces cultures où c'était pas facile d'embrasser d'autres cultures en laissant la nôtre. Les autres, ils ont fait le métissage, ils ont tiré quelque chose de meilleur, en prenant les meilleurs de chez les Blancs et ceux qui étaient les socles chez eux, en faisant quelque chose de meilleur. Chez nous, malheureusement, c'est parti en pensant qu'on n'avait rien et que par contre, les autres avaient tout. On est parti même en croyant qu'en parlant les langues des autres, ça nous faisait des plus intellectuels qu'en parlant nos langues. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, la raison serait qu'on revienne à la base en nous imaginant. Et ça, c'est le rôle de la politique. C'est le rôle même
de toute pensée qui devrait créer cette situation nouvelle, il faut qu'on se dise que l'important, ce n'est pas immédiatement d'accéder au pouvoir. Et c'est là où je parle du temps. Oui. Rapidement, non. Mais durablement, oui. Je préfère quelque chose qui dure, mais qui s'enracine, que quelque chose d'éphémère, qui pousse comme un champignon, mais qui est facile à détruire. C'est pour cela que je me plains des pouvoirs en Afrique, où on se plaît des élections qui arrivent hâtivement pour nous offrir le meilleur en politique, que de nous donner l'occasion d'enraciner nos pensées dans le pays. C'est pour cela que c'est même devenu facile. On dit en Afrique, on ne vote pas les idées, qu'on va voter seulement le folklore. Donc on va voter quoi? Si on ne vote il y a des autorités facilement qui se plaisent à chercher de l'argent, à offrir de la bière, à offrir des habits, qu'à prendre le temps d'éduquer, de dire aux gens, on a besoin de ceci dans 10 ans, pour qu'on l'ait, on a besoin de former les gens à ça. Voilà pourquoi la gestion des ressources, que ce soit autre chose ou même pas minière, on n'y arrivera pas sans être capable de former les gens au partage, à la communauté, à la communion des biens, à ce qu'on cherche. Parce que moi, je dis souvent, j'ai pas envie d'être riche dans un pays pauvre. Ah bon, c'est vrai. J'ai envie d'être pauvre dans un pays riche. Ah bon. C'est ça ma résolution. C'est vrai. Je n'ai pas envie d'être milliardaire au Burundi. Quand je passe dans les rues, partout il y a des nids de poules. J'ai envie d'être dans un pays où il y aurait des autoroutes, même si je marche à pied. Mais je pense que beaucoup n'ont pas cette vision que vous avez. Ce n'est pas une question de beaucoup, c'est une question des leaders. Des leaders. Les pays sont gouvernés par des leaders. Et malheureusement, il faudrait que les leaders soient conscients de ça. Parce que si le leader n'a pas conscience de ça, s'il a peur de beaucoup, il va se retrouver dans une situation où beaucoup mauvais s'organisent pour arriver au pouvoir et où les leaders peu incapables se retrouvent désemparés, incapables de justement, c'est quoi les trois caractéristiques d'un bon leader pour vous? Pour vous, c'est d'abord la patience. La patience. D'abord, pour moi. Il ne faudrait pas que j'imagine que ce que j'ai, un être humain ordinaire, il peut passer 70 ans sur Terre. Est-ce que c'est dans 70 ans que vous allez développer votre pays? D'abord, ça vous prend environ 25 ans pour vous former à l'école. Après 25 ans, ça vous amène à fabriquer votre famille. Et c'est peut-être à 40 ans que vous allez commencer à penser communauté, comme il le faut. Et c'est peut-être à 60 ans que 50 ans vous commencez à faire les défensives pour vos biens. Quand est-ce que vous allez... Donc, pour moi, je ne prends pas le monde par rapport à mon âge. Je préfère prendre tout mon temps comme une fondation, mourir en jetant les bases d'une communauté meilleure, où je me dis que l'important, ceux que j'ai éduqués sont devenus des graines pour mon pays. Donc, ça m'importe peu de prendre le pouvoir subitement, plutôt il m'importe de façon valeureuse d'avoir des amis en Ngozi, d'avoir des amis à Makamba, à Ruyigi, d'avoir des amis qui pensent comme moi, parce que c'est eux qui sont des graines pour moi. J'ai horreur d'arriver au pouvoir subitement, de fabriquer des choses dans 20 ans et de disparaître, et de ne pas laisser quelqu'un qui va continuer avec ça. Mais est-ce que vous avez une école pour éduquer ça? Vous dites que vous allez laisser des graines, donc un esprit quelconque. Est-ce que vous avez une école ou quelque chose pour éduquer les plus jeunes peut-être à arriver à votre état pour réfléchir comme vous? Oui, ça fait bientôt plus de 15 ans que j'ai créé mon école. Ah bon? J'ai pas des murs. Mon école, c'était souvent sous l'arbre. Aujourd'hui, grâce à un parti politique, j'ai des salles ici où vous m'avez trouvé. Tous les week-ends, il y a des gens qui viennent, qui m'écoutent. Des enfants, souvent de 15 ans, 20 ans. Les gens qui travaillent aujourd'hui avec moi dans mon parti politique, qui ont 30 ans, c'est avec des gens qu'on a commencé depuis il y a 15 ans. Ici même? Pas ici même, mais je dis, cette école, c'était d'abord sous l'arbre. Je me rappelle que dans les années 2010, 2012, 2013, on se rencontrait à Saint-Michel sous un arbre, dans quelques bars, on était sous l'arbre. On prenait le Fanta ensemble et on discutait. C'est des choses que j'ai faites depuis que j'ai quitté le parti au pouvoir en 2006. Je me retrouvais tous les week-ends avec des jeunes. Donc, ça, c'est mon plaisir. Si j'étais gourmand de pouvoir, depuis ce moment, j'aurais sauté dans un autre parti politique pour chercher autre chose. Donc, j'ai créé cette rencontre avec les jeunes pour essayer de parler à longueur de temps. Et aujourd'hui, la plupart des autorités dans ce parti politique, c'est des gens que j'ai rencontrés depuis 2012. Ok, justement, je pense que vous pouvez mettre, par exemple,
créer quelque chose pour vous sur les réseaux sociaux pour apprendre aux gens, continuer à apprendre. Vous avez dit que vous faisiez ça sous un arbre. Mais si vous prenez quelques minutes dans votre bureau, vous vous exprimez sur quelque chose sur votre téléphone, ça va aider beaucoup de gens. Parce qu'ici, au Burundi, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent qu'ils vont inspirer les plus jeunes. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous avez dit m'a beaucoup touché. C'est pourquoi je remercie votre média, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. En 2012, il y avait Facebook. Je m'exprime depuis 2009 sur Facebook. Je suis parmi les premiers Burundais qui ont eu un compte Facebook. Bon, je ne savais. Donc j'ai essayé de m'exprimer sur Facebook. J'ai pas mal de suiveurs qui me suivent sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Et grâce à votre média, j'atteins encore beaucoup plus de gens. Mais très naturellement, depuis ce moment, on se rencontrait sous l'arbre, je m'exprimais et c'est ça mon école. Et aujourd'hui, c'est devenu un parti politique où la plus petite des choses qui m'importe, c'est d'abord d'éduquer, d'enseigner, de dire comment son cœur doit s'enraciner dans son pays, de parler de comment son comportement non violent doit vraiment prendre racine dans son pays et de faire éclore notre intelligence à faire comprendre comment les investissements au niveau public doivent se faire. Et c'est là où votre question sur l'investissement au niveau des mines doit prendre racine et le partage de l'intérêt public qui doit prendre racine sur son cœur d'un leader cohérent qui comprend qu'il ne suffit pas d'avoir trop de minéraux pour développer un pays. Il suffit plutôt de peser le poids de son cœur pour comprendre que même un pays sans minerais peut se développer de façon exceptionnelle. Nous avons des pays dans le monde qui n'ont pas de minerais, qui n'ont pas de pétrole, qui sont devenus des pays importants dans le monde. Bien sûr. Non pas parce qu'ils ont des minerais, parce qu'ils peuvent en trouver n'importe où dans le monde, mais parce qu'ils ont le plus grand minerai, le cœur de l'homme. Mais par exemple, au Burkina Faso, ils ont créé récemment, une entreprise. C'est une entreprise pour transformer l'or. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça justement chez nous et c'est le développement qui est là autour? C'est justement, ça rentre dans le cadre de ce que je venais de te dire. Créer une entreprise, c'est juste un fait visible. Mais celui qui fait ça, c'est d'abord qu'il a ça dans son cœur. Parce que ce qu'on devient en tant qu'autorité publique, c'est ce qu'on a rêvé quand on était enfant. S'il rêvait ça depuis longtemps, je n'ai pas envie aujourd'hui de juger cet acte au Burkina Faso, c'est encore trop jeune. Mais j'ai envie de voir que ça dure, parce que pour moi, je lui souhaite de durer dans cette conviction. Parce que l'important pour moi, c'est ce qu'il est en train de penser. S'il y a pensé depuis longtemps, et s'il est capable d'investir, même dans notre pays, c'est facile d'investir. La question, c'est le cœur de l'autorité. Est-ce qu'il a envie d'investir? Si je prends un exemple, si je le fais, maintenant comme je parle en français, aujourd'hui au Burundi, on est arrivé à un budget en francs 5 000 milliards. 5 000 5 000 milliards de francs. C'est beaucoup. Et malheureusement, on se rend compte que plus de 70%, ça fait plus de 30 ans, plus de 70% de notre budget va dans ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Moins de 30% dans ce qu'on appelle l'investissement public. Et même cet investissement, quand on y voit, ça rentre dans ce qu'on appelle les cadres de coopération uniquement. C'est-à-dire que ce qu'on prend dans les impôts du contribuable ne rentre pas dans l'investissement par rapport à faire descendre la possibilité de développement au niveau du contribuable qui est le peuple burundais. C'est pour ça que je dis, la question ce n'est pas les richesses qu'on a. La question c'est le cœur de l'autorité. Est-ce qu'il a envie d'investir comme il faut? Donc vous voulez dire que 5 000 milliards, c'est très peu. C'est trop. C'est trop? Oui. Alors c'est beau. Parce qu'on est parti, si vous voulez, si je prends les chiffres faciles, il y a 4 ans, le Burundi avait un budget de 1900 milliards. 1900 milliards. C'est-à-dire qu'à moins de 3 ans, 4 ans, on est passé du simple à presque au triple. C'est-à-dire quoi? Si on peut majorer facilement le budget, on augmente ce qu'on appelle la masse monétaire. Si on n'a pas la capacité d'investir pour produire, on se retrouve dans une situation inconfortable où nous avons l'inflation facile dans le pays, où il y a beaucoup plus de monnaie que de biens à se procurer. C'est une situation difficile. Et ça revient à la question ou au principe que j'ai dit. Nous avons besoin des leaders qui ont un cœur sensible, qui comprennent que ce qu'il faut chez nous dans nos pays, ce n'est pas des minerais. C'est d'abord le premier minerai important, c'est le cœur de l'autorité. Si nous avons des autorités qui ont un cœur en or,
ce sera facile de gérer l'or de la terre. Ok. Et ce cœur en or, c'est de comprendre qu'on a une population aujourd'hui de 14 millions d'habitants, des gens qui ont besoin de manger 3 fois par jour, des gens qui ont besoin de se faire éduquer, des gens qui ont besoin de se faire soigner, que toutes ces personnes, ils ne le reçoivent que à la contrepartie grâce aux impôts qu'ils donnent. Tous les Burundais payent des impôts. Okay. Merci. Le budget de l'État est fruit des impôts. Il faut que la possibilité d'investir, la possibilité de gérer ces minéraux soit le fruit de ce cœur en or d'une autorité qui comprend qu'il n'a pas besoin de trop dépenser avant d'investir dans ce qui peut faire du meilleur au peuple. Merci, c'était très éducatif. Et s'il y a un dernier message que vous pouvez faire passer à nos téléspectateurs, ce ne serait pas un dernier message parce que je vous rencontrerai encore bientôt. Mais peut-être comme je parle trop d'habitude, ce que je veux, c'est que les gens de bonne foi comprennent qu'ils ont tellement du pain sur la planche. Okay. Il ne faudrait pas qu'on s'apitoie sur notre sort en s'imaginant que les pays sont gouvernés par des gens qu'on n'aime pas, des gens qui ne sont pas capables. Bon. La question, ce n'est pas qu'eux ne soient pas capables. C'est que nous qui pensons que nous avons un cœur en or, c'est nous qui pensons qu'ils sommes des leaders. Le problème nous appartient. Donc le problème est en nous. Est en nous. Okay. Il nous appartient à nous d'imaginer, de résoudre, de chercher les solutions à tous les problèmes. Au lieu d'accuser ceux qui nous donnent ce qu'ils ont. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le gouvernement le mieux qu'il soit ne pourra nous donner que ce qu'il a. Et s'il a des individus incapables, il ne nous donnera que ça. Il nous appartient à nous de créer une autre conviction, de créer un rassemblement autour des valeurs. Au lieu de nous dire que c'est la fin. Je n'ai pas envie que les Burundais se disent qu'ils sont désespérés. Le désespoir, c'est nous qui le créons. Sinon, n'importe qui peut renaître de ses cendres comme des phénix. Nous avons le devoir de renaître, nous avons le devoir de créer le bien, et ça, c'est notre devoir. Il ne faut pas qu'on soit abattu. Le Burundi est une manne d'or. Bien sûr. La question, est-ce que nous pouvons être des gens qui peuvent faire de ce pays un pays meilleur? Bien sûr. Merci, c'était Champion sur Agachiro Média Français. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci.